Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes à la fin de 2020, un peu plus d'une année de présidence Tebboune. Et c'est peut-être le moment de faire des bilans. Malheureusement, et personne ne pourrait dire le contraire, c'est juste catastrophique. Dans tous les domaines, c'est atrocement désespérant. Pas un seul secteur qui puisse permettre d'en dire du bien. Tous les indicateurs sont au rouge. Mais si vous le permettez, avant d'en arriver en guise de rappel à tout ce qui a été infligé à ce malheureux pays, j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui de cette haine qui nous a été inséminée pour nous dresser les uns contre les autres, pour que ce régime puisse continuer à se maintenir à la tête de ce pays. Le régionalisme. Ould Bled, un fils de la ville, qualificatif à la mode depuis l'explosion de l'exode rural, quand les proportions des populations rurales et urbaines ont été littéralement inversées. Ould Bled, le sésame dominant dont presque tout le monde se réclame comme pour exorciser cette menace d'exclusion tacite que tous les nouveaux débarqués brandissent contre de plus nouveaux débarqués qu'eux. Comme toute société qui ne parvient pas à se dépêtrer de ses amarrages obstinés, le régionalisme, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, ont de tout temps été prépondérants dans notre société, malheureusement. Particulièrement dans tous ces campements en béton qui se donnent le nom de villes et qui ne sont rien d'autre que des cités dortoirs où la lèpre grise a libre cours, sans urbanisme d'aucune sorte et dans une sorte de débâcle civique qui a semé en route toute idée d'urbanité. Là où les conditions de vie sont âpres, où les gens ne savent même plus respirer, où ils ne peuvent même plus vaquer à de simples loisirs, où tout un chacun est systématiquement sommé de justifier ses origines, son appartenance, son statut de Ould Bled. Dans les régions pauvres et qui ont été de tout temps surpeuplées, comme la Kabylie, les Aurès, le nord constantinois, l'étranger, hormis le commis de l'État qui y est affecté, a très peu de chances de pouvoir s'installer, se fondre dans sa société et y évoluer sans se sentir un intrus. C'est une sorte de sélection par l'appartenance. Les régions pauvres, dont les propres natifs sont eux-mêmes forcés à l'émigration dans les autres régions, sont très hostiles à l'installation des autres chez eux. Mais le plus malsain, le plus sournois est cette propension du régime qui nous a maintenus dans cette misère de l'esprit quand il ne nous y a pas précipité lui-même à nous monter les uns contre les autres, à exacerber ce recroquevillement, cette frilosité, cette macération pour prospérer sur nos dissensions. Une politique de la division, héritée de la colonisation et qui s'est particulièrement distinguée pendant la guerre de libération nationale. Des stratèges aux dents longues qui ont dressé des moudjahidines les uns contre les autres. Tout était sujet à division. Les régions, les tribus, les ethnies. Après l'indépendance, cela n'a pas été mieux. Ces sentiments d'appartenance étriqués allaient s'ancrer encore plus dans les mentalités, grâce à l'aiguillant entêté des chefs coutumiers de la politique, chacun se servant de son fief régional comme d'un potentiel de guerre,
pour monnayer des privilèges et d'autres, pendant que les BTS, les NTM, les Kabyles, les Oharna se disputaient pour des futilités. Ces chefs de file, fauves, voraces et insatiables, ont pris le pouvoir et mis le pays en coupe réglée, sans se soucier, le moins du monde, de leurs régions respectives, qu'ils utilisent pourtant en autant de fonds de commerce. Bien au contraire, puisqu'ils ne mariaient plus leurs enfants qu'entre eux et qu'ils étaient tous devenus une seule et même famille. Les conséquences de cette politique délibérée et irresponsable risquent de se révéler terribles pour l'avenir de notre pays si nous n'y prenons pas garde, quand ils viendront s'amalgamer à une crise multidimensionnelle dont ils deviendront autant de sinistres catalyseurs. Pour pouvoir se sustenter à la mamelle sanguinolente de Madame l'Algérie, ces vampires ont planté dans nos cœurs les banderilles de l'exécration et de la discorde. Et comme ils savent bien ce qui pourrait en résulter de tragique, ils se sont bien sûr tous aménagé un exil doré, au cas où, n'est-ce pas? Près de 70 ans, après l'élan rassembleur qui allait fonder la nation algérienne et qui a permis aux Algériens de mener ensemble le combat libérateur, des discours régionalistes et des exclusions du même genre continuent à ce jour de se pratiquer au sein des plus hautes sphères de l'État, au cœur de la presse, dans les aréopages où sont désignés les amas élus du peuple, et surtout dans tous les milieux où se dispute la rente. Des pyromanes aiguillonnent les BTS contre les NTM, les berbères contre les arabes. Des factotums à la haine ont inventé un nouveau terme, les zouaves, pour stigmatiser toute une région. D'autres tentent d'attiser l'animosité entre les Chaouïas, tout l'Est algérien en fait, contre les Oraniens, nouveau qualificatif en vogue. Ould el Bled est devenu une sorte de bastion où l'on s'enferme contre l'autre. Et il faut montrer patte blanche pour entrer dans la citadelle des uns ou des autres. Pour neutraliser ces Kabyles frondeurs qui pourraient secouer la sieste nationale et déranger la grande boustifaille non moins nationale, on leur oppose les populations non berbérophones, en prenant bien soin d'agiter la forchetta, comme ils disent, et l'épouvantail du séparatisme. Au Sahara, les populations autochtones sont exclues de leur propre terre, de leur propre richesse. Il n'y a pour eux ni logement, ni emploi, ni climatiseur, ni 4x4, ni même de laisser-passer pour pouvoir accéder à la zone d'exclusion, chercher du travail. C'est le meilleur moyen de monter ces placides et accueillants compatriotes contre leurs compatriotes du tel venus de leur chinois natal, comme ils disent, leur manger leur galette. Mais, bizarrement, les instigateurs de cette haine civile résident tous à Alger, dans leurs somptueuses résidences, dans les meilleurs quartiers de la capitale ou dans leurs cabanes sécurisées du Club des Pins. Ils sont tous copains comme cochons, et même plus. Au fil des ans, ils ont tissé d'étroites alliances familiales entre eux, se mariant entre eux, au point où ils sont devenus une grande famille. Leurs enfants, qu'ils soient du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, sont tous petits cousins, ou du moins des amis inséparables, unis par les liens de l'argent, du voisinage et de l'enfance de luxe. Chez les instigateurs du régionalisme, du tribalisme et du clanisme, c'est l'esprit mousquetaire qui règne avant et après tout. Tous pour un pour tous. En bas,
Les Algériens d'en bas, quelle que soit leur région, c'est plutôt tous contre tous et chacun pour soi. Algérie, l'heure des bilans, première partie, une série de 3 émissions que nous allons réaliser pour vous en cette fin d'année, où nous allons pouvoir faire des constats, faire des bilans, tirer des leçons peut-être avec nous pour en parler aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ici sur le plateau Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed Ben Issa, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal. Merci. Merci. Nous allons bientôt être rejoints par Abd Salam Chakib, auteur, éditeur, propriétaire de la maison d'édition Ecocide, de la société d'édition Alpha Bar Édition. Et depuis Alger au téléphone, Amira Bouraoui, médecin, militante politique, et Nabila Ismail, avocate, militante des droits de l'homme. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci Djemeldine, bonsoir à vos invités, aux auditeurs et à vous. Et vous nous manquez, Djemeldine, énormément. Merci beaucoup. Amira, je suis tenté, avant de commencer, avant de sombrer, de nous plonger dans la sinistreuse qui nous attend, j'aimerais bien que nous puissions trouver quelque chose de réjouissant. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose qui pourrait nous réjouir? Un seul secteur où on puisse faire un bon bilan. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui ne soit pas sinistre à l'heure des bilans? Alors, à l'heure des bilans, ce qui n'est pas sinistre, c'est d'abord votre émission. Et puis qui commence toujours avec une chanson malgré tout, Bladine Brick. Ouais. C'est très très beau. Votre émission donne... Vous savez, je discutais hier avec un militant et il me fait, tu sais quoi, le jour de l'enterrement d'Ammar Zahir Birahmo, tous les Algériens étaient là, de toute sensibilité. Et puis ils étaient là pour rendre hommage à un grand monsieur qui nous donnait du baume au cœur. Voilà, donc ce qui n'est pas sinistre, c'est vous. Et puis le début de cette émission, malgré tout, Bladine Brick. Barakallahu fik, Amira, merci beaucoup. Mohamed Ben Issa, même question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est beaucoup plus noir que certains pensent, qu'est-ce que nous pourrions dire qui puisse prêter à l'espoir, à l'espérance, malgré tout? Moi, je vais un petit peu répéter ce qu'elle a dit, l'intervenant de Amira. Oui, essentiellement oui, ce que tu fais dans tout ce monde-là, pour l'Algérie. Ce que nous faisons tous. Et oui, voilà, et ton émission, toi-même, ta personne. Et aussi, j'allais dire, tout ce qu'on a vécu depuis le 22 février 2019. En fait, on est dans une chance inouïe de changement.
Donc c'est une page qui s'ouvre pour l'Algérie, c'est une page qui s'ouvre pour la jeunesse qui a pu casser ce plafond de verre. Donc tout ça est positif pour nous. Moi je pense qu'on reste sur cet espoir qui s'est déclenché le 22 ou 17 février 2019. C'est une chance. C'est vrai, les chiffres sont pas bons, les perspectives sont sombres, mais je pense que l'espoir est toujours là. C'est l'homme qui crée la richesse, c'est l'homme qui crée l'avenir. On est là, les jeunes sont là, le peuple algérien a pu se réinventer. Donc je pense que tous ces éléments nous ramènent vers cette analyse positive, vers une perspective qui reste plus ou moins positive pour le peuple algérien, comme il a su se réinventer à cette date très importante en 2019. Je pense qu'il pourra mener l'avenir et qui pourra changer la donne. Donc il faut qu'on fasse confiance à ce peuple-là, il faut qu'on maintienne le cap sur lequel on est parti, d'un changement radical. On peut plus faire des pansements en Algérie, on ne peut plus changer en marge, on veut un changement radical qui va aller dans les racines des maux dont souffre l'Algérie. Donc je pense que tout ça nous laisse, on va dire, optimistes pour l'avenir. Et ça peut se faire. Et rien n'est impossible en fait quand un peuple décide. إذا الشعب فلا بد أن يستجيب. Donc je pense. C'est un extrait de l'hymne national tunisien. Voilà, donc du grand poète Chebbi. Voilà, donc je pense. Est-ce que vous pourriez nous le dire si vous l'avez appris par cœur? Non, je l'ai pas appris par cœur. Abdallah va me le dire à l'oreillette. إذا أراد الشعب يوما Abdallah. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أن يستجيب القدر. Force au destin de s'y soumettre. Force au destin. C'est d'une force incroyable. Nous venons d'être rejoints par Abdeslam Chakib. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité à vous. Merci, c'est la première fois que vous venez. Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, on était en train de... C'est une émission en 3 parties que nous allons faire aujourd'hui, demain et après-demain, oui. Où nous allons faire le bilan de l'année 2020 qui est vraiment sinistre, hein, en tout point de vue. Mais avant d'assommer nos téléspectateurs et nos amis de ce débat qui s'annonce, de ce bilan qui s'annonce désastreux, je pose la question à nos amis, à Amira Bouraoui qui est à Alger avec nous et à Mohamed. Si nous ne pouvions pas commencer l'émission par une note d'optimisme, est-ce que dans ce bilan catastrophique, nous ne pourrions pas trouver quelque chose de plus ou moins réjouissant, s'il vous plaît? Peut-être la nature. La nature. Je rappelle que vous êtes écologiste, hein, c'est oui. Ça. Hein. Je vais vous présenter dans un petit temps. Peut-être que la nature fera son La nature, t'as le bled, yani. On espère, mais ce n'est pas sûr du tout, puisque même la nature est agressée actuellement. Quand on voit l'état de nos côtes, l'état du sud, le climat, etc. Oui. C'est terrible. Alors je rappelle, Abdeslam Chakib, que vous êtes auteur, éditeur. Écocide, c'est quoi, Écocide? Pardon. Que vous venez de publier donc un livre, Écocide. Dans votre propre maison d'édition, il me semble. Oui, c'est les éditions Alphabar. Alphabar, votre émission, non à l'exploitation du gaz de schiste au Sahara central. Oui. Génial. Ça tombe à pic, hein. Et très très bien. Vous en êtes l'auteur, donc. Oui. C'est une enquête que vous avez réalisée. Oui, c'est un essai. Hein. C'est un essai parce que moi j'ai beaucoup écrit, mais surtout de la littérature, hein, de la poésie, des romans. Et actuellement, je suis sur. J'ai publié cet essai. C'est un essai justement sur la question du Sahara central qui est très importante et primordiale à la fois pour tout le Maghreb, mais aussi au niveau mondial, hein, puisqu'il y a des ressources naturelles comme les ressources hydriques, hein, c'est-à-dire la fameuse mer intérieure. Voilà, la nappe albienne, qui est la plus grande réserve d'eau potable, d'eau douce du monde. Alors vous confirmez, c'est la plus grande nappe du monde en eau profonde. Oui, du monde. Fossile, oui, c'est de l'eau fossile. Hein, de l'eau fossile. Mais c'est de l'eau potable, ne se régénère pas. Douce. Du monde. Oui, c'est énorme. c'est l'équivalent, si vous voulez, c'est l'équivalent
pour la forêt dans le monde, les forêts. Anciennement, les forêts d'Afrique centrale, hein, Oui. qui sont maintenant aussi très abîmées. Mais c'est l'équivalent en eau, c'est l'équivalent de la forêt d'Amazonie. Vous voyez ? C'est La forêt d'Amazonie, c'est la plus grande forêt du monde, qui elle aussi est agressée, hein, Oui. et qui est le poumon de la Terre. Là, si on peut dire, c'est le réservoir d'eau et d'oxygène, hein, de la Terre. Je rappelle que vous connaissez très bien... Qui est dans le sous-sol. Je rappelle que vous connaissez très bien Sahara, que vous avez sillonné de long en large, que vous y avez vécu une vingtaine d'années. Vous qui n'êtes pas du sud. J'ai grandi là-bas, en fait. Hein. Oui. Et bon, voilà, j'ai vécu avec des gens, je les ai vus tout petits, ils ont grandi, d'autres qui étaient âgés, d'autres qui nous ont quittés déjà, la hammam. Mais pour faire court, hein, Oui. c'est pas pour me vanter ou quoi, mais ou pour l'amour des statistiques ou des chiffres, mais disons, en résumé, j'ai fait à peu près 500 000 kilomètres en 4x4. Hors piste, hein, en plein dans le désert, pas dans les villes. Quasiment 10 fois le tour de la Terre. Voilà, exactement. Et je suis pas resté dans des villes, hein, ou des oasis. Oui. Hein, voilà. Et à peu près 100 000 kilomètres à pied. Vous voyez ? Vous avez connu le grand Sahara, réellement. Voilà, le Sahara au cœur profond. Du désert. Voilà, et alhamdoulilah. Vous avez connu les Sahariens, parce que nous allons parler justement, aujourd'hui. Oui, je ne pouvais pas vous avez connu leur déboire, leur misère, la discrimination. Oui, et avec eux. Nous allons parler. Alors, Mohamed Ben Issa, maintenant, c'est l'heure des bilans malheureusement sinistres. Ça fait plus d'une année que M. Tebboune a été élu. Vous mettrez les guillemets, bien sûr, à élu. Et on nous a promis l'Algérie nouvelle. Or, aujourd'hui, sans pour autant exagérer du tout. Face au bilan, nous voyons ce qu'il en est. C'est désastreux. C'est incroyable. Au point où le chef de l'État lui-même, qui a été imposé par la junte à la tête de ce pays, est absent depuis plus de 2 mois, sans qu'on nous donne ne serait-ce que des explications un tant soit peu claires. Il a le Covid, il a le cancer, Alors, à votre avis, comme ça, un bilan de la situation, avant de nous y plonger. Moi, je dirais un bilan général global, c'est que le proverbe chinois, il disait qu'on ne peut pas faire une nouvelle barque avec de l'ancien bois. On ne peut pas construire un nouveau bateau avec vraiment de l'ancien bois. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Donc, en fait, le système a été secoué par cette belle révolution. Donc, dans la peur, dans la précipitation, il s'est renfermé sur lui. Il a voulu se reproduire. Donc, il a promis des choses qui ne sont pas vraies, que tout le monde sait, parce qu'on est habitué avec le mensonge institutionnel répété. Donc, il a inventé une nouvelle Algérie qui était vraiment pire que l'Algérie avant 22 février. Il a inventé, en fait, une vision de cette nouvelle Algérie qui ne vit que dans leur imagination, dans l'imagination de ce système, qui a menti à plusieurs reprises. Il faut rappeler qu'à chaque fois que le système est en crise, il nous a habitués à aller chercher, à creuser toujours dans sa recette, à aller chercher ses hommes pour vouloir se sauver toujours avec ses hommes. Il l'a fait depuis longtemps. Il a même sacrifié des grandes personnages et des grandes moudjahidines et des grandes, on va dire, on peut se rappeler de Boudiaf qui ont été le chercher puis le tuer en direct devant le peuple algérien. Donc ce système a fait sombrer l'Algérie dans une décennie noire où on a perdu presque 200 000 Algériens sans jusqu'à maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous ont promis un nouveau départ avec Bouteflika. Bouteflika est venu à un moment où les réserves de change, où le cours de baril était dans un taux inimaginable. Il a dépassé les 100 $. Bouteflika a dépensé l'argent sans compter. Il a formé une caste autour de lui, des oligarques, des corrompus jusqu'aux dents. Et après toute cette période, après 1000 milliards dépensés,
on arrive au point de départ, un blocage politique, une crise économique, une crise sociale et le pire, l'Algérie risque maintenant de se disloquer. L'Algérie est menacée de partout. Géopolitiquement, l'Algérie vit dans Elle est surtout menacée économiquement, oui, avec une bien crise sûr. économique qui Mais bien déboule sûr. et qui sera ravageuse. Mais bien sûr, sur tous les plans. Et dont personne n'imagine l'impact qui sera terrible. Bien sûr, parce que tout est lié en fait. La crise politique a toujours des conséquences sur la vie économique d'un pays. Directement, sur le plan social, le peuple, la population est affectée. Et jusqu'à maintenant, on peut prendre tout à l'heure dans le détail la loi de finances de 2020, la loi de finances de 2021, aucune mesure pour une relance économique, aucune mesure courageuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une équipe politique, il n'y a pas une souveraineté même pas la politique. signature de la loi de finances, Voilà, donc, à 2 bien jours sûr. de la fin de l'année. La loi de finances n'a pas été signée. Et même la loi de finances de 2020 n'a pas été signée pour Tebboune. Tout le monde le sait, a été signée par l'ancien chef de l'État, qui est Ben Salah. Donc Tebboune a hérité de cette situation. Il a géré avec sa façon que tout le monde le sait, absent, effacé complètement, aucun pouvoir, aucune présence, à part quelques sorties médiatiques, en plein dans un rééquilibrage clanique. Donc, toute l'année 2020, c'était une année de rééquilibrage clanique. Et là, ce qui est en train de se passer Et maintenant, donc là, là on repart à zéro. C'est pire que tout. Là, c'est pire que tout parce qu'on repart à zéro. Alors, Abdeslam Chakib, il y a aussi de très larges couches de la population, de catégories entières de la population, qui sont plongées dans une paupérisation jamais vue. Compliquée par le confinement, le Covid, la pandémie, l'absence totale des structures de l'État, la paupérisation, la fonte des réserves de change. Mais parmi ces populations, celles qui souffrent le plus, très vraisemblablement, et dont personne ne parle en fait, sont les populations du Sahara. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des conditions de nos compatriotes du Sahara, qui sont non seulement livrés à elles-mêmes, qui ne disposent de rien, ni d'infrastructures, ni d'assistance, ni d'aide par rapport aux grandes distances qui séparent les bourgades, les villes, les villages, les oasis les unes des autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de nos compatriotes du Sahara ? Vous avez déjà presque tout dit dans la question, parce qu'en fait, il y a un énorme fossé entre le nord et le sud, ou entre le Sahara et le Tel. Oui. Mais derrière tout ça, il y a quand même des questions à la fois systémiques ou structurelles. Systémiques, pourquoi ? Parce qu'en fait, le Sahara, depuis les indépendances, autrefois, il était géré par l'administration coloniale. Et après l'indépendance, ça a mis du temps pour que le pouvoir d'Alger comprenne qu'il y a autre chose que Alger-Oran-Constantine, pour faire court. Oui. Et donc, les territoires, le Sahara étaient des territoires militaires. Avant, c'était Oran, Alger, Constantine et les territoires du sud, voilà, les oasis. Voilà, qui étaient administrés par l'armée française. C'est un territoire militaire. Voilà. Oui. En fait, y compris le Fezzan en Libye, le nord du Niger, du Mali, la Mauritanie, toute la zone saharienne était gérée ou administrée par l'armée coloniale. D'accord. En fait, après l'indépendance, il n'y a pas eu œuvre d'imagination ou je sais pas, ou d'innovation ou de réflexion pure et simple. Donc, les autorités ont mis du temps déjà rien qu'à arriver là-bas. Je vous donne un exemple de Tamanrasset, et qui en plus le Sahara n'était pas colonisé par la France. Il y avait une occupation de points comme ça, des bords, ils appelaient ça, des forts, des casernes de l'armée française, voilà, Fort La Périne, Fort Charlet, Fort MacMahon, etc., Fort Matienensky, etc., qui sont devenus Tamanrasset. Depuis la mission Jeannette, Flatter. voilà. Vous voyez ?
Donc, ces zones-là, après les indépendances, et on a le même phénomène au Mali, au Niger, dans les autres zones sahariennes qui ont été englobées dans le découpage territorial colonial. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement, c'est la même chose à Kidal ou à Gao par exemple, tout simplement les armées de ces nouveaux pays nouvellement indépendants, tout simplement elles sont allées occuper, par exemple à Tamanrasset, c'est l'armée qui est venue occuper la caserne de l'armée française, qui était construite au milieu du village. Et donc, ils ont reproduit les mêmes schémas. Il y a eu passation de consignes, en quelque sorte. Oui, il y a eu passation de consignes. C'est incroyable. Effectivement. Et pour la région de Tamanrasset, ça s'est même un petit peu mal passé, parce que dès l'indépendance, quand il y a eu les passations de consignes avec l'armée française, les premiers militaires qui étaient arrivés, au bout d'une semaine, ils avaient déjà commencé à commettre des exactions sur la population en frappant des gens, etc., brutalement. Et donc, s'il y avait comportement de colons. Voilà, de militaires colonial. C'est incroyable. Et donc, donc ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu un trou noir pendant à peu près 20 ans, disons jusque dans les années 80, où il y a eu les nouvelles wilayas, des daïras, etc. Puisque, pour reprendre l'exemple de Tamanrasset, mais c'est la même chose pour Regan, pour Timimoun, pour Timiaouine, etc., Jeannette, le Grand Sud. Au bout de 20 ans, on s'est aperçu qu'ils existaient. Et pourtant, on savait bien que le Sahara existe, puisque les Français avaient découvert le pétrole, etc., d'autres richesses qui étaient déjà exploitées, mais les populations n'existaient pas. On est encore dans la thèse coloniale de la terra nullius, c'est-à-dire la terre vide, la terre nulle, un pays, littéralement terre nulle. Un pays sans peuple pour un peuple sans terre. Voilà. Et donc, on arrive, c'est l'idéologie coloniale, on arrive parce que c'est une terre vide, donc le Sahara est français. Vous voyez? Et après les indépendances, donc ça s'est un petit peu mal passé, mais pas toujours, parce qu'au début, dans les années 60-70, on se servait du Sahara comme le bagne, comme un bagne. Vous voyez, par exemple, des gens comme Boudiaf lui-même. Oui, Engel. Vous avez parlé. Oui. Voilà, ils ont été les camps de concentration. à Oulef, à Regan, à Ben Abbès, dans des petits villages, ou toutes petites villes. Parce que là, aujourd'hui, quand on dit Tamanrasset, c'est quand même une grande ville. Mais à l'époque, à l'indépendance, il y a 3000 habitants. Vous voyez, et c'est un petit village, en fait. Et ce n'était pas le chef-lieu de la région. Vous voyez, parce qu'on ne s'est pas intéressé à l'histoire des gens. Le chef-lieu, Tamanrasset était un lieu de campement et un lieu de rencontre, mais c'était aussi un oasis où on cultivait la culture saharienne. Oui. Parce que ce n'est pas le Sahara, contrairement à ce qu'on croit. Tamanrasset, c'est en montagne. C'est en montagne, c'est un climat assez tempéré. Oui, voilà. Et il y a des périodes où, quand il y a des pluies dans les hautes montagnes, jusqu'à 3000 mètres, là, bien sûr, c'est arrosé et il y a une nappe phréatique, cette fois-ci pas albienne, phréatique, c'est-à-dire d'origine pluviale, qui est alimentée. Et là, on a un peu d'eau, donc il y aura des gens qui vont cultiver la terre sur les berges des oueds. Mais ça peut durer 5 ans, 10 ans, 2 ans, une année, et après il y a une sécheresse. Donc les gens déménageaient, allaient ailleurs, à côté ou à... Semi-nomades. Voilà. Alors je vais revenir à vous pour continuer à parler de ce sujet très très délicat, très épineux, de la discrimination à l'endroit des populations sahariennes. Amira Boraoui est donc avec nous. Amira, sur le sujet de la pandémie, de la prise en charge de cette pandémie, des moyens qui ont été confiés au personnel médical et paramédical, des victimes aussi, y compris dans le corps médical et paramédical, et de la gestion d'une manière générale de cette pandémie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Amira? Alors, juste avant d'aborder ce sujet,
qui concerne quand même le monde entier et qui ne concerne pas que l'Algérie. Je voudrais appuyer ce que vient de dire le sociologue. Vous savez, moi j'avais fait 8 ans de sécurité sociale avant de devenir gynécologue. Et une fois que j'ai fait ma spécialité, il fallait que je fasse ce qu'on appelle chez nous le service civil. Et on m'avait on m'avait muté à Kismsilt. Et à chaque fois que je montais au ministère pour leur dire je ne peux pas aller à Kismsilt, j'ai 2 enfants, je dois rester proche d'eux, etc., à chaque fois c'était niet. Récemment, je me suis dit, j'en ai un petit peu marre de la capitale et j'ai envie d'aller visiter mon pays et de faire accoucher des Algériens. Des Algériennes. Des Algériennes. Des Algériens, des Algériens et des Algériennes. On ne peut pas faire accoucher les Algériens, c'est pas possible. Non, mettre au monde des Algériens. et donc j'ai décidé d'aller à Kismsilt. À Yassidi, j'obtiens mon affectation du ministère de la Santé et je prends ma voiture et je décide d'aller à Kismsilt. Et je traverse Ain Dfla, Khmis Meliana, et j'arrive à Kismsilt, où je trouve, quand j'arrive là-bas, donc sortie des grandes villes, ce que disait tout à l'heure le sociologue, une fois qu'on sort d'Alger, d'Oran et de Constantine, c'est là où on rencontre l'Algérie. Donc j'arrive là-bas, le bardin, il fait très très froid, كلهم لابسين القشابية وانا حبيت نشري قشابية بس قال لك القشابية لبسوها غير الرجال. انا قلت انا نلبس القشابية سيدي. J'arrive et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on rencontre la vraie Algérie, loin de la cité. Et c'est là qu'on tombe amoureux. Vous savez, moi, quand j'ai lu Elisabeth Eberhardt, qui a eu un coup de foudre pour l'Algérie, dont la mère est enterrée juste à côté de mon grand-père, dans le cimetière de Zerouane à Annaba, ce coup de foudre, c'est là où j'ai compris à quel point elle a aimé ce pays. Et je me disais, j'ai vraiment la chance d'être algérienne. Parce que d'autres ont aimé ce pays. Elle a écrit, je crois, un roman 10 ans à l'ombre chaude du Sahara, si je ne m'abuse. Hein. 10 ans à l'ombre chaude, si je ne m'abuse. Elle est morte dans une hamla, enfin elle est morte jeune. Elle a une crue de Oued. Oui, une crue de Oued. Et elle a eu le coup de foudre pour ce pays alors qu'elle n'en était pas issue. Et je me suis dit, pendant tout le trajet, en passant par Blida et en arrivant, en traversant Ain Dfla, où j'ai acheté des légumes, c'est les meilleurs légumes du monde. D'ailleurs, ils sont encore dans mon frigo et chaque jour, je déguste ces légumes-là. Vous disiez tout à l'heure, vous savez, je suis allée à Paris, je suis allée à Montréal. Non, mais qu'est-ce les légumes qui m'a les légumes de ma terre? Mais il n'y a pas que de bonnes choses dans le pays profond, il y a beaucoup de misère aussi. C'est vrai, il y a de la misère, oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut participer. J'arrive là-bas, à Kismsilt, et pour reprendre mon poste, et puis, Amira Boraoui est arrivée, non, attends, surtout pas celle-là, à cause de mon militantisme. Donc, malgré l'affectation du ministère de la Santé, le DSP a dit on ne veut pas d'elle. Donc, retour à l'envoyeur. Amira ne mettra pas au monde des Algériens et des Algériennes à Kismsilt. Elle est militante, elle va nous créer des problèmes. Mais, oui, c'est ça. Je comprends, je comprends. Et pour en revenir à ce constat de la pandémie. La pandémie, je pense que tous les pays du monde ont galéré par rapport à la gestion de la crise. C'est pas spécifique à l'Algérie. Et Dieu seul sait, M. Benchenouf, à quel point je suis critique quand le pouvoir tape à côté. Mais je pense que autant la Grande-Bretagne et la France ou les États-Unis, tout le monde a tapé à côté parce qu'ils ne s'attendaient pas à l'arrivée de ce virus. Et c'est vrai que notre problème, c'est que c'est venu juste après le Hirak.
Et la juge, vous savez, M. Benchenouf, j'ai au moins 5 procès là. Hein. Les 2 derniers mois, je suis passée au tribunal de Tipaza, au tribunal ici à Cheraga. Je suis passée j'ai plein des dépôts de plaintes de partout, mise en danger de la vie d'autrui. Parce que j'ai eu l'audace de dire que, alors que M. Benchenouf, et vous en êtes témoin, avant même qu'il y ait le cas de l'Italien qui est arrivé de l'Europe en Algérie, j'avais dit, le virus est arrivé au sud de l'Europe, on arrête les sorties dans la rue. Parce que ça ne va pas le faire, on va être en danger. À ce moment-là, Wishbik Amira, pourquoi tu dis? D'ailleurs, les 2 derniers vendredis, je ne suis pas sortie. J'ai dit, le hirak wa'i. Le hirak est une conscience et on ne va pas mettre en danger le peuple. Et là, le virus va arriver chez nous. Il n'était pas encore ici, M. Benchenouf, quand j'ai dit man khorjouj. Alors que le Premier ministre Gérard disait comme khorjou. C'est-à-dire, vous pouvez sortir, c'est pas ça le problème. Ça, c'était le mois de février 2020. Moi, j'avais dit man khorjouj, on arrête parce qu'on va se mettre en danger. Anaya Dolka, je me retrouve avec 5 procès mise en danger de la vie d'autrui. La juge, jeudi dernier, oui, la mise en danger de la vie d'autrui. J'ai été l'un des premiers hirakis avec Maître Debouze, qui aujourd'hui est en exil. Il est en exil parce qu'il est sous contrôle judiciaire et qui devait signer à chaque fois à Gardaïa. Maître Debouze et moi-même, on a été les premiers, le mois de février 2020, à dire man khorjouj parce qu'on risque de mettre en danger. Et aujourd'hui, avec le recul du temps et la situation, si tant est que nous pourrions faire un bilan, les médecins et les paramédicaux en Algérie ont subi de très lourdes pertes. Est-ce que vous avez des informations? Oui, de très très lourdes pertes. Et là, il y a Lies Merabet, le médecin du syndicat des praticiens, ainsi que M. Bekat, qui ont tiré la sonnette d'alarme, parce que c'est vrai que je pense qu'on est l'un des pays à avoir perdu le plus de personnel médical du Covid comparativement aux victimes autres. Ça veut dire, pour bien expliquer, ça veut dire la perte des médecins par rapport à l'ensemble des victimes, le rapport est l'un des plus élevés au monde. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, généralement, il n'y a pas beaucoup de victimes. Et ce n'est pas le mérite des États d'avoir pu sauvegarder ou protéger leur population. C'est encore inexplicable, on ne comprend pas pourquoi le Covid n'a pas fait autant de victimes en Afrique, sauf en Afrique du Sud, qui se trouve comme par hasard un pays blanc, où il y a des blancs. Sinon, donc, pourtant, malgré le peu de gravité relative, si je peux dire, en Afrique, en Algérie, le nombre de médecins et d'infirmiers qui ont été atteints, qui sont victimes, est très élevé, nous dit-on. Et donc, vous le confirmez. Oui. J'ai plein de collègues, oui. Des gens avec qui j'ai fait mon cursus médical, qui ont chopé le Covid et qui l'ont transmis à leurs parents et qui ont enterré leurs parents ces derniers mois. Et eux sentent, ces médecins-là, qu'ils ont tué leurs propres parents. Parce qu'ils ont véhiculé le virus, quoi. Tout à fait. Ils l'ont ramené à la maison. Oui, mais Amira, les moyens dont dispose le corps médical et paramédical, est-ce qu'on peut dire qu'il est juste acceptable? Monsieur Benchenouf, quand on vous met à la tête d'un hôpital un directeur qui n'a rien à voir avec la médecine, mais absolument rien. Moi, j'ai vécu cette expérience il y a quelques années, bien avant le Covid. Je me retrouvais dans des gardes où il n'y avait plus de sonde urinaire, où je me retrouvais à 4 heures du matin, il n'y avait plus de gants, où il n'y avait plus d'alcool, où on manquait de moyens. Quand le lendemain, je partais voir le directeur, moi-même, j'ai eu un papa qui a été directeur d'hôpital, mais lui a fait gestion hospitalière. Je me retrouve face à un directeur, aucun niveau, monsieur Benchenouf. Le seul, واش يقول لك أنا ولد شهيد. معليش أنت ولد شهيد خويا العزيز. بصح علاش راك tu investis dans le marbre? Parce que quand vous rentrez dans un hôpital, تلقى les fleurs, le marbre et tout. بصح في la garde ما تلقاش les gants. نقول له monsieur le directeur ما تديرليش النوار أنا.
هذا سبيطار ماشي سوبرات. اعطيني les moyens باش نداوي الناس. Parce qu'il y a davantage à voler dans le marbre et dans leur bidule où ils signent pour obtenir des avantages que d'en ramener des gants et le minimum pour pouvoir soigner un malade. Et restez avec nous, Mira, je reviens à vous dans un petit instant. Maître Nabila Smaïl est avec nous, avocate, militante des droits de l'homme. Nabila Smaïl, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bien heureuse de vous revoir et de vous réécouter. Merci beaucoup, maître. Nabila Smaïl, dans ce bilan catastrophique que nous devons faire malheureusement, il y a cet aspect des droits de l'homme, de l'instrumentalisation de la justice, des injonctions faites aux juges d'incarcérer des gens juste parce qu'ils ont osé revendiquer leur dignité ou la libération pour leur peuple ou le respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet ? C'est une question qui tombe à pic avec ce que nous sommes en train de vivre ces derniers jours où beaucoup de détenus sont en train de nous saisir pour nous parler de leurs conditions d'incarcération qui est presque inhumaine. À n'en citer que Rachid Mkez et Khaled Darami qu'on a rencontrés hier et pour lesquels on a constaté des visus que la loi 0504 relative au monde carcéral et à l'organisation du monde carcéral est complètement à côté et complètement ignorée en face des instructions qui sont données pour peut-être leur infliger une punition morale et une pression morale. Ceci dit, on parle d'un bilan. On parle d'un bilan d'une année où un président désigné a promis aux Algériens qui ne l'ont pas élu, il leur a promis une nouvelle Algérie où tout va changer et qui connaîtra une rupture avec l'ancien système. Or, d'abord, lui, il fait partie de l'ancien système, il en était le chef du gouvernement, il en était le ministre pendant plus de 10 ans, ministre de Bouteflika. Donc, je ne vois pas comment il pourrait faire rupture, lui qui n'a pas de programme politique, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de carrière politique, il a toujours été un administrateur, un gestionnaire. Et pendant cette année qu'il promet une nouvelle Algérie pour les Algériens, nous avons connu le plus de répression et d'incarcération pour des délits d'opinion. Et comme si le malheur ne suffisait pas, il offre aux Algériens un gouvernement qui est complètement en déphasage avec la réalité, un gouvernement qui, en pleine pandémie, va vers la provocation, parce que nous avons vu, j'ai entendu vos invités dire que la pandémie n'a pas touché que l'Algérie, qu'elle a affecté tous les pays, même les pays les plus développés. Oui, elle les a affectés sur le plan santé, sur le plan de décès, sur le plan économique. Mais nous, on a été affectés sur le plan sentimental et le plan moral, parce que au lieu de s'adresser au peuple pour dire c'est une pandémie, nous allons la gérer ensemble et on va être le plus transparent, voilà ce que nous avons, proposez-nous comment on va régler tout ça, comment on va... Ils ont géré la crise par la répression, par le mensonge, par l'élaboration de lois qui répriment toute personne qui se plaint de la qualité de service qui est administrée aux hôpitaux. Ils ont réussi à créer une guerre entre les malades et les médecins, parce que dès qu'un malade n'est pas content, qu'il commence à respecter les médecins déposent plainte. Donc c'est un gouvernement, c'est un pouvoir mafieux qui est représenté par un gouvernement qui est complètement à côté de la plaque, pour finir avec un ministre porte-parole du gouvernement qui vous dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Vous me l'enlevez de la bouche. J'allais vous poser la question. C'est extraordinairement provoquant. Ça, c'est une insulte envers les Algériens, envers ces 94 détenus d'opinion qui croupissent dans les prisons. À titre d'exemple, la prison de l'Harrach compte 6 000 détenus.
Imaginez que dans la lettre de Rachid Mikez, il explique quel genre d'aliments on leur donne. On leur donne des lentilles pendant 3 jours, des haricots blancs pendant 3 jours, des pâtes, et ils n'ont pas mangé de viande depuis 3 mois, et ils ont oublié la couleur et l'odeur des fruits. Rachid Nekez qui a proposé de son propre argent d'aider l'administration pénitentiaire à mieux nourrir les prisonniers. Et on nous précise, d'après une correspondance que nous avons reçue, que ce n'est pas seulement des petits pois, des lentilles ou des haricots blancs qu'ils sont condamnés à consommer, mais des petits pois où il y a des vers. Il y a des vers qui flottent. Je sais qu'ils sont en train de m'écouter. Oui. Et moi, je les renvoie aux articles 63, 93, 94, 95 de la loi carcérale. La loi carcérale exige du directeur de la prison, il exige du ministère et du directeur de fournir un budget pouvant permettre et pouvant assurer un repas équilibré aux détenus. Vous savez que Khaled Brahmi et Rachid Mikez sont pratiquement anémiques. Ils ont perdu chacun d'entre eux plus de 10 kilos. Et ajouté à tout ça, le mauvais traitement moral qu'on leur a infligé en leur mettant des détenus condamnés définitivement et surtout des détenus des années de Brest, des détenus condamnés pour des faits terroristes, qui les empêchent de dormir. Parce que vous savez que Khaled Mikez dort avec des somnifères. Il a demandé à être suivi par un psychologue. Donc tout ça est en violation totale avec la loi qui organise le monde carcéral. On va aller encore plus loin. Tous les rendez-vous qu'ils ont demandés, c'est des rendez-vous qu'on leur fait rater exprès. Hier, on les a vus, ils nous ont demandé, et on va faire des écrits, parce que c'est la loi. On ne demande rien du tout, c'est la loi. Et on ne doit pas oublier que quand vous avez un directeur qui vous dit qu'il est à la tête d'une prison qui compte 6 000 détenus, et que pendant cette période de pandémie, vous coupez le couffin, vous interdisez aux parents de ramener le couffin, vous n'améliorez pas le menu, et vous continuez à mettre les gens en tôle au moment où le secrétaire général des droits de l'homme au niveau de l'ONU, au moment où le secrétaire général de l'ONU a demandé à tous les États membres des Nations Unies de réduire le recours à la détention préventive. Le bilan d'une année est un bilan rouge qui est marqué par le nombre de détentions arbitraires pour des délits d'opinion. Et vous confirmez donc qu'il y a bien des délits d'opinion. Il y a des prisonniers d'opinion dans les prisons algériennes, n'en déplaise au porte-parole du gouvernement et ministre de l'information, comme ils disent. Ils sont hors temps. Ils sont hors temps, hors normes, hors morale. Tout ça, c'est des mots qui n'existent pas chez eux. Ils font partie d'un clan qui a toujours géré par le mensonge, par l'absence de transparence. Et restez avec nous, Nabil Asmaïl, je reviens à vous dans un moment. Alors, mes chers amis, nous allons devoir aller un peu plus vite, donner un peu plus de vitesse à nos échanges, parce qu'il y a d'autres sujets. Mohamed Ben Aissa, bilan, qu'est-ce qui vous semble le plus approprié à traiter sur ce que vous aurez remarqué dans cette année, la paupérisation de larges catégories de la population, les droits de l'homme qui vont en se dégradant, l'absence totale de l'État et des structures de l'État. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en exergue en cette phase de bilan ? En fait, il y a un ordre, je pense, dans n'importe quelle société, un ordre. L'ordre, la base sur laquelle on construit tout ce que tu viens de dire, c'est la souveraineté populaire, en fait. C'est la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, on ne peut pas appliquer aucune mesure économique, ni sociale, ni d'ordre dans le plan éducatif, scientifique, santé. Justement, tout à l'heure, le médecin a parlé de la santé, mais je dirais quelques mots tout à l'heure. Donc, on pourrait appliquer aucune mesure sans une vraie légitimité populaire.
En Algérie, ce qui s'est passé depuis le début du Hirak, c'était la question de base qui a été posée par le mouvement national, par tous les opposants en Algérie. La souveraineté populaire, qui gouverne en Algérie, qui décide en Algérie? Madame parlait de la justice, mais on sait que la justice, elle est aux ordres. On le sait très bien que la justice n'a jamais été indépendante. Et pire encore maintenant, elle est passée complètement à côté des lois. Rachid Nekez est incarcéré en jetant tous les articles que la Isaba, que le système a écrit lui-même. Donc normalement, si on applique la loi, leur loi, Rachid Nekez ne devrait pas rester en prison. Le journaliste Khaled Rarni aussi. Donc je pense qu'aucune solution économique ne peut s'appliquer en Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Bouteflika l'a fait, avant lui ça a été fait. Tebboune a essayé, mais voilà, il a bricolé, parce que lui il n'a pas gouverné, mais ses ministres, les directions, l'orientation, il y avait une orientation plus ou moins budgétaire, mais rien n'a été appliqué. Prenons l'exemple des promesses de Tebboune. Tebboune a promis, ça a été écrit dans plusieurs titres de journaux, qu'il va baisser de 50% le budget du fonctionnement de l'État. Ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Pour la simple raison, il ne pourra pas faire ça. Plus de 50% du budget du fonctionnement, c'est les salaires des fonctionnaires. Est-ce que Tebboune est en mesure de licencier, de faire un départ à la retraite, on va dire à un certain âge? Il ne pourra pas faire ça. Est-ce que Tebboune, l'autre moitié, et c'est les transferts sociaux, tout ce qui est subventions et transferts sociaux, est-ce que Tebboune est en mesure de faire de telles mesures, de baisser les transferts sociaux dans un climat de tension, de révolte populaire? Il ne pourra pas faire ça alors qu'il a pris le temps de faire cette annonce. Et pour ce qui est du budget de l'armée, est-ce qu'il est sage de définir un tel budget à un tel moment? 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars 13 milliards. À un moment où les Algériens ne trouvent même plus de quoi manger. Alors que les recettes, les seules recettes que l'on a maintenant, c'est les ressources en pétrole et en gaz. On est et qui ont diminué de 40%. Oui, on est à 22 milliards. Ouais. Vous imaginez, à 22 milliards, si on donne part à l'armée. Plus que la moitié. Plus que la moitié. Plus que la moitié des recettes de l'État, dans leur globalité. Sans aucun contrôle. Sans aucun contrôle sur les dépenses. Aucun. Aucun, c'est toujours la boîte noire, c'est le secret militaire. Aucun député, aucun ministre. C'est proprement hallucinant. Mais bien sûr. C'est hallucinant. Mais en fait, tout a été dit. Le peuple peut-être disait d'une manière un petit peu timide la mafia qui gouverne en Algérie, mais ça a été dit par eux, par le Gaïd Salah et par ses mépas. Ouais. Donc ils ont dit que c'est une mafia. C'est une Isaba. Ouais. Donc tout ce qu'on vient de dire, en fait, on peut ramener n'importe quel analyste de n'importe quelle banque internationale. Et quand il arrive en Algérie, le système bug. Pourquoi? Parce que l'Algérie échappe à tout contrôle scientifique, à tout contrôle de normes, à toute norme économique. L'Algérie est gérée comme on gère une mafia. Donc, et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais avoir une politique monétaire ni une politique de santé sans résoudre le problème de la souveraineté populaire. En parlant des médecins, je rajoute juste un mot. Oui. Et la situation sanitaire. Rappelons que la loi avec laquelle de centaines de détenus sont en prison a été votée en pleine pandémie et en plein confinement au mois d'avril 2019. Ils ont voté cette loi, cette fameuse loi avec laquelle on fait emprisonner des jeunes. Oui. Et au même moment, rappelez-vous que Tebboune a promis de dépenser 1 milliard de dollars. Vous vous rappelez de ce chiffre qui a été prononcé au début du coronavirus? Qu'est-ce qu'il a dépensé, Tebboune? 0. On sait que les médecins de ville ont été obligés de fermer parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de blouse. La diaspora a contribué. Il n'y avait même pas d'oxygène. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'oxygène. Il y a des gens à qui on demande d'aller faire leur scanner avec leur propre argent dehors dans les cliniques. Donc, la situation sont débordés. L'Algérie n'a pas géré du tout le coronavirus, donc elle ne pourrait pas gérer une situation normale, alors que le coronavirus, on sait qu'il a fait bousculer pas mal de systèmes dans le monde. L'Algérie n'avait pas d'hôpital avant le coronavirus. Comment on veut gérer une situation assez grave et dramatique comme le coronavirus dans un système qui est complètement pourri et qui est à l'arrêt? Et du coup, donc, il faut, quand on a un problème, il faut aller au centre du problème. Il ne faut pas aller dans la marche. Il faut aller au centre. Le centre, c'est la légitimité politique. Alors, selon le docteur Lias Mrabat à Maghreb Online, en date du 25 décembre 2020, on compte plus de 150 décès. 150. Et plus de 2000 soignants ont été contaminés à cause de la Covid-19, tout corps de santé confondu.
Premier reproche adressé au ministre, son indifférence et celle de son département à l'égard des personnels soignants contaminés par la Covid-19. Abdeslam Chakib, si vous le permettez, j'aimerais que nous revenions un peu au Sahara, puisque vous connaissez bien et que nous avons la chance de vous avoir, à moins que vous ne vouliez d'abord nous dire, commenter quelque chose de ce que nous sommes en train de dire par ailleurs. Pour l'instant, je préfère dire no comment parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, Oui. que la situation est désastreuse. Donc, Désastreuse. je préfère me concentrer sur le Sahara pour l'instant. Oui, Mais- et d'autant plus que nous sommes très intéressés par cette région et que nous avons longtemps cherché des gens qui connaissent le Sahara, qui pourraient nous en parler. Nous avons la chance de vous avoir. Pourquoi cette discrimination à l'endroit de ces populations du Sahara, d'où on tire pas l'essentiel, tout ce qui fait vivre le reste du pays. Ce n'est pas qu'on retire une partie de ce qui vit. Tout ce qui fait vivre l'Algérie depuis l'indépendance quasiment provient du sous-sol de gens qui en sont privés eux-mêmes, qui n'ont ni école, ni transport, ni université, ni aide, ni climatiseur. Moi, j'ai vu des gens au Sahara qui vivaient sous des tôles ondulées en plein été à Hassim Saoud, alors que les gens du Nord qui arrivent, ils passent de la 4x4 climatisée au bureau climatisé, au logement climatisé. Pourquoi autant de discrimination? Oui, il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure quand on a parlé du Sahara comme camp disciplinaire ou bagne. Oui. Mais après ça, dans les années 80, quand il a commencé à y avoir un début d'administration territoriale, on va dire, à ce moment-là, on envoyait dans le Sahara, dans toutes les villes du Sahara, il n'y a aucune exception, il n'y a pas une seule zone qui a fait exception, on envoyait des fonctionnaires à titre disciplinaire. Disciplinaire. C'est-à-dire Affecté à titre disciplinaire, Oui, pour le punir. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Oui, Pour le punir. Quand on veut punir quelqu'un, on l'envoie au Sahara. oui, mais à partir fin des années 80 ou même les années 80. Moins, puisque maintenant c'est le contraire, il y a des primes. Était il y a à des double primes. tranchant. Voilà. Ouais. La punition le disciplinaire, d'être évacué dans le Grand Sud, comme par exemple des commissaires qui étaient au lieu d'être punis ou d'être radiés de l'ordre des commissaires ou je ne sais quelle autre filière de la fonction publique, on les envoyait au Sahara. On les déclassait. Voilà, ils étaient déclassés. Donc forcément, pendant 20 ans, le Sahara ne reçoit que la poubelle, je dis les choses comme elles sont, la poubelle de la fonction publique. Donc forcément, ça ne peut pas engendrer un développement encore moins harmonieux ou équitable, etc. Et après ça, les fonctionnaires qui sont envoyés là-bas, c'est vrai que souvent ils sont à titre disciplinaire jusqu'à aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont envoyés là-bas. Voilà, par exemple, je citerai un préfet, je ne dirai pas son nom, mais bon, si je disais son nom, le monde entier va comprendre. Oui, même d'autres, avant ou après celui-là. Par exemple, vous allez nous dire pour s'occuper des affaires de... Non, par exemple, quelqu'un qui est formé à l'école nationale d'administration, l'ENA, il a son diplôme tout frais, il est envoyé directement, il est nommé secrétaire général dans une wilaya du Nord pendant 6 mois, et hop, le 7e mois, il se retrouve préfet, wali, dans le Grand Sud. Vous voyez ? Donc, il y en a beaucoup qui ont bénéficié du Sahara comme marchepied pour avoir des promotions fulgurantes. Et ça existe toujours, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que l'aspect disciplinaire. Il y en a qui vont là-bas pour la promotion. Il y a aussi des fonctionnaires qui sont envoyés là-bas pour s'occuper des intérêts, et des intérêts colossaux, de gens qui ont des intérêts là-bas, dans le secteur pétrolier, dans tout ce qui est bâtiments qui entourent l'exploitation pétrolière. Il y a beaucoup de travaux dans la sécurité. Et ils envoient leurs copains s'occuper de leurs affaires. Moi, j'en connais. Oui, alors ils ont hérité
aussi du système de... C'est-à-dire qu'on fait un temps, on fait son temps. Par exemple, 3 ans. Des fois, c'est 3 ans, on rajoute 2 ans. Même dans l'armée, la gendarmerie ou autre, corps de l'État, on doit passer 3 ans là-bas. Oui. Mais des fois, on double la mise, on reste 6 ans ou 5 ans. Et donc, pendant ces 3 années-là, on va appuyer sur l'accélérateur pour essayer de s'enrichir le maximum, le plus vite possible. Et les gens là-bas s'enrichissent très vite. Pas les populations du Sud. Non, je parle des fonctionnaires ou des responsables, des responsables sécuritaires, de succursales ou de filiales de sociétés nationales et après des sociétés ex-nationales qui ont été privatisées. Oui. Donc, il faut s'enrichir le plus vite possible. Mais les populations du Sud, pourquoi ne sont-elles pas plus contestataires qu'elles ne sont? Est-ce parce qu'elles sont trop éloignées les unes des autres, qu'il n'y a pas possibilité de faire jonction? Est-ce que c'est leur nature placide, comme ça, Oui, il y a ça aussi. Oui, mais il y a plusieurs raisons là aussi. Oui. C'est assez complexe, mais la première raison, la principale, qui est brutale, c'est que dans le Sahara, on a un mode de gouvernement de la société qui est un mode colonial. Vous voyez, c'est la police et l'armée qui dirigent tout. Vous avez des villes où un officier de l'armée rentre dans un bureau de la wilaya, il assiste à des réunions ce qu'on appelle le conseil exécutif de wilaya, avec les représentants de chaque ministère, etc. Et tout est dans l'opacité. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est jusqu'à présent le territoire militaire, quoi. Oui, alors il y a la vitrine avec des civils, tout ça. Ils vont inaugurer un chantier ou un bâtiment, un nouveau lycée une fois tous les 10 ans ou je sais pas. Mais ça reste l'armée qui dirige. D'ailleurs, je reprends l'exemple de Tamanrasset. Tamanrasset, c'est une ville qui est aussi... c'est une ville où vous avez toutes les grandes casernes de l'armée. C'est des dizaines de milliers d'hommes, de troupes avec leur hiérarchie, tout ça, et leur matériel. Ils sont au centre-ville. Vous voyez, on se croirait comme autrefois. C'est-à-dire on se croirait comme pendant la colonisation. Le fort La Périne, oui. Il est au milieu, au centre-ville, en plein centre-ville, dans la rue centrale. C'est toujours une caserne, vous voyez. Et tout autour, les quartiers qui sont autour du centre, vous avez des quartiers soit de casernes, soit des quartiers de logement de militaires. C'est une garnison. Oui, donc, ajoutez à ça que, je reprends l'exemple de Tamanrasset, il est assez significatif. Ajoutez à ça que dans la région, pour revenir à votre question, les Touaregs étaient à peu près, dans les années 90, comme ça, ils étaient à peu près, disons, 50 000. 50 à 60 000 pour la Hagar et environ entre 15 et 20 000 pour le Tassili Najer. Et quelques milliers pour Adrar et à la périphérie du centre Touareg. Tamanrasset, dans les années 90, elle est passée de 3 000 à 150 000 habitants, mais sur les 150 000 habitants, il n'y avait que 7 000 Touaregs. Vous voyez? Donc 7 000 Touaregs, ils ne pèsent pas là dans la balance. Ils sont ultra minoritaires dans le chef-lieu de leur région. C'est incroyable. Les 140 000 autres habitants, vous avez en plus, alors il y avait au moins 30 000 militaires, et le reste, vous avez environ autant qui viennent des autres wilayas du Nord, et environ que de gens qui viennent du Sahel, oui, des pays subsahariens. Et vous avez environ 10 000 comme ça qui viennent du Sahara voisin, donc de Adrar, Béchar ou Biskra ou autres. Mais vous avez aussi 40 à 50 000 subsahariens qui sont en transit vers le rêve de l'Europe. Voilà. Donc eux, il y a une partie qui va rester.
Il y a une partie qui reste Qui s'établit 1 an, durablement. 2 ans, 5 ans. Ils travaillent dans des chantiers privés, comme ça, sans papier, sans rien du tout, évidemment. Et d'autres qui commencent à avoir des mini-commerces informels. Non, ils font par exemple des méchouis de viande, je ne sais pas comment on les appelle, les minamas, etc. Et donc, l'habitant local, hein, il est complètement minoritaire, écrasé. Et le reste de la population touareg, par exemple, pour la Hagar, ils sont dans les villages, dans les montagnes, etc. Alors, bien sûr, au bout de 40 ans, il y en a qui ont enfin accédé au statut de commune ou au statut de daïra. Oui. Mais il a fallu 40 ans à 50 ans, vous voyez, pour en arriver là. Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Amira Boraoui, pour revenir à vous, est-ce que vous voulez rester dans le domaine du constat sur la pandémie ou nous parler du Hirak, peut-être? Amira? Alors, Nabila Ismaïl, vous êtes avec nous? Oui. Nous avons perdu Amira Boraoui. Nabila Ismaïl, sur ces questions des droits de l'homme et sur ces bilans, sur ces constats que nous sommes en train de faire, à quoi vous vous attendez? À une amélioration, à une aggravation de la situation? Je pense que c'est un moyen de pression qui pourrait se retourner facilement contre ceux qui l'ont ordonné. Parce que vous savez qu'il y a un grand mécontentement chez les magistrats parce qu'ils ne supportent plus ces injonctions, ils ne supportent plus qu'on les oblige à violer la loi. Il y a réellement un mécontentement et un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol chez les familles, il y a un ras-le-bol chez les élus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont poursuivis. Vous savez, tous les jours, on nous appelle pour nous dire on a reçu une convocation, parce qu'on va y aller, on ne va pas y aller. On a reçu une convocation pour les événements de 5 octobre, on a reçu une convocation pour le 1er novembre, on a reçu une convocation par rapport aux événements du 30 octobre. Mais il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui pourrait faire un effet de bombe. Parce que les gens n'en peuvent plus d'assister à la rentrée d'un général en retraite qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt et qui passe toute honte bue devant une justice qui est complètement aux ordres. Ils en ont marre de se dire qu'on ne s'est pas révolté contre tout ça pour se retrouver ensuite dans le box des accusés, et ceux qui nous ont poussés et ceux qui nous ont ruinés et qui nous ont mis dans cette situation se baladent, font des réunions, se rencontrent et décident du sort de l'Algérie. Il y a un sentiment de frustration, un sentiment de colère, un sentiment d'injustice qui pourrait ajouter à ça les conséquences de la pandémie qui ont été très 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 mal gérées par le pouvoir en place, qui manque de légitimité. Tout ça pourrait, avec les conséquences d'une crise sociale, elle pourrait engendrer... Et pourtant Nabila Ismaïl, malgré ce péril d'explosion sociale, malgré ce péril de crise économique qui pourrait provoquer non plus un Hirak, mais une explosion sociale, malgré la situation économique désastreuse dans laquelle nous nous trouvons, les gens du régime se comportent vraiment comme si c'était dans leur propriété, font revenir, comme vous venez de le citer, un général sur lequel ils ont lancé eux-mêmes un mandat d'arrêt international, qu'ils ont accusé de tous les crimes possibles. Et là, ils font comme ils veulent, vraiment. Ils sont inconscients à ce point que la situation risque d'exploser du jour au lendemain. Ce n'est pas qu'ils sont inconscients, c'est le mépris, ça c'est les conséquences d'un pouvoir illégitime qui pense qu'il n'a pas de peuple, il a des sujets. Et ce peuple qui s'est tué, ils se sont contentés de s'enfermer dans un mensonge, comme quoi ce peuple a explosé le 22 février contre la personne de Bouteflika. Or, le peuple a explosé contre un régime. Et ce régime, il l'incarne. Ceux qui sont en place incarnent ce régime qui a poussé le peuple dans la rue. Ce peuple qui se dit « je ne suis pas sorti pour qu'eux reviennent » est en train de sentir cette injustice, et le sentiment d'injustice pourrait prendre une autre forme. Et c'est ça qu'on veut tous éviter, parce que c'est l'Algérie qui va en pâtir, et parce que ce pouvoir se nourrit de violence. Donc s'il y a la moindre violence,
elle va l'aider à se maintenir en place. À partir du moment où il essaye d'allumer des foyers de tension un peu partout et qu'il essaye de mettre sur la sellette des problèmes idéologiques, régionaux et des problèmes qui ont mené l'Algérie vers un gouffre qu'on ne veut pas. On ne veut pas encore revivre le même scénario. C'est un pouvoir qui a créé un mythe et qui a créé. Il a créé un mythe selon lequel, sans lui, l'Algérie va disparaître. Sans lui, le peuple est immature, le peuple a besoin d'une tutelle, et il s'est autoproclamé tuteur de ce peuple. Or, les temps ont changé. Il y a une jeunesse qui a décidé de se révolter pour vivre normalement, pas pour être milliardaire ou pour être mieux que les États-Unis, mais pour vivre normalement dans un pays qui est très riche et dont il n'a pas la richesse. Quand vous partez dans le sud et que vous voyez ce que ce sud peut donner comme énergie solaire, comme pommes de terre, comme pistaches, comme coton, comme eau, donc tout ça, les jeunes se demandent pourquoi on ne leur donne pas la chance de travailler chez eux. Pourquoi le pouvoir en place est en train d'obéir à un plan diabolique qui émane des pays occidentaux, à leur tête la France, qui veut vider l'Algérie de toute sa substance humaine. Ils veulent vider l'Algérie de ses cadres, de ses étudiants, pour qu'elle aille les servir et pour abrutir l'Algérien pour lequel on lui jette des doctrines. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ait laissé le peuple aussi longtemps entre les mains d'un tel pouvoir qui a complètement démantelé la valeur. Il a démantelé le savoir. L'état des universités est alarmant. L'état des écoles est une catastrophe. Les enseignants ne se concentrent, les élèves ne se concentrent pas sur la leçon, ils se concentrent sur la couleur des yeux ou sur la jupe de leur maîtresse et ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dans les cours. Et les cours qu'on leur donne, c'est encore pire. On a tué la curiosité, on a tué la technologie, on a tué tout ce qui peut être productif. Quand vous lisez qu'un Algérien qui a 34 ans est dans l'une des plus grandes universités de Tokyo et qui vient de mettre en place un mécanisme visuel pour permettre aux handicapés de se déplacer. C'est un Algérien. Il est parti d'ici avec une licence. Pourquoi on ne le laisse pas ici? Merci. Vous avez un ministre, excusez-moi de finir avec ça, vous avez un ministre qui vous dit le gouvernement va assurer des logements aux étudiants et aux cadres qui travaillent à l'étranger. Mais ça, c'est une insulte. C'est un crime contre l'Algérie, ça ne peut pas continuer. Que chacun assume ses responsabilités. Merci Nabila. Si jamais un malheur arrive à cette Algérie, c'est eux les auteurs, c'est eux qui auront voulu encore assassiner l'Algérie une deuxième fois. Et on ne laissera pas faire et pacifiquement. Merci Nabila Smaïn, au plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fougue et pour votre droiture. Mohamed Ben Issa, nous sommes à la fin. Le mot de la fin, vous avez à peu près 2 à 3 minutes. Je dirais que le système en place a raté une occasion en or. Il est en train de rater cette occasion tous les jours. La situation dans laquelle on se trouve, un président absent, on ne sait même pas ce que les hauts décideurs vont décider de lui. Il est entre les mains des militaires. On apprend aujourd'hui qu'un avion a atterri à Berlin et qui est reparti atterrir en Algérie. Donc, est-ce que Tebboune est dedans? On le sait très bien que tout est en Algérie et entre les mains d'un président. On est dans un système hyper présidentiel. C'est le président qui décide dans tout, qui nomme tout. La preuve, la loi de finances n'a pas été votée. Leur constitution n'a pas été abrogée. Donc rien n'est... Et la nouvelle n'a pas été promulguée. Promulguée, voilà. Rien n'a été décidé. Du coup, l'État est bloqué. Les indicateurs économiques sont tous rouges, sont tous en noir, sont tous en fait sombres. Et en face, ce qu'elle a dit maître Nabila Smaïl, tu as des gens, on a des ministres, des personnes qui se permettent de vanter, de mentir, de continuer de mentir jusqu'à l'infini. Je pense qu'on va droit dans le mur. Le peuple va encore se ressaisir comme il l'a fait au mois d'avril 2019. Il va sortir encore parce que... Février 2019, excusez-moi. Donc il va encore sortir parce que ce système ne comprend pas, en fait, on veut un changement
pacifique, démocratique, un changement à l'image de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Malheureusement, on est face à une mafia qui ne comprend qu'avec on va dire le rapport de force. Il va revenir bientôt, dès que la pandémie, en fait, on va dire, disparaisse. Il va revenir, le peuple va revenir, va faire une pression. Une crise politique, normalement, doit se fermer le plus rapidement pour donner le temps à, on va dire, à la constitution d'un vrai pays. On n'est pas encore, on n'a même pas rentré dans dans un vrai démarrage économique ni politique. On traîne encore, on est encore hors temps, hors sol. Merci Mohamed Ben Issa. Alors, Abdeslam Chakib, le mot de la fin vous revient pour le coup. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet quand Oui. même de mon Oui, ouvrage, je vous en prie. Écocide, Oui. parce qu'il concerne le refus de Mais l'exploitation. nous aurons l'occasion de faire une émission sur ça, à laquelle je vous convierai avec plaisir pour en parler. Mais allez-y, allez-y. Oui, c'est juste en Oui, résumé, oui, bien en tout sûr, cas, voilà. c'est que pourquoi... Écocide. Oui, voilà. Ça veut dire c'est l'assassinat Et de l'écologie. Voilà, hein, voilà. Un écocide, c'est à la fois c'est comme un génocide oui. sur Contre la nature, sur la nature. voilà. Oui. Mais c'est aussi un génocide proprement dit, c'est-à-dire Par que à coup. les êtres humains aussi sont touchés. Bien sûr, évidemment. Et à court terme, il y a déjà des conséquences sur la nappe phréatique, notamment dans la région du Tidikelt, de Ain Salah, de Aoulef jusqu'à Argan, et de l'autre côté, Fogaret Zoua et tout l'Adrar Ahnet, ce qu'on appelle l'Adrar Ahnet et le Tassili Midir, c'est-à-dire le nord-ouest du Hogar, de la Hagar. Oui. Et donc, c'est là où il y a eu la prospection. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on a de l'exploitation ou non, parce que depuis que les populations ont résisté d'une manière extraordinaire à Ain Salah notamment. À Ain Salah, oui. Ouais. Et Ain Salah, si vous voyez déjà la photo de couverture, oui. On voit une manifestation gigantesque avant le de femmes oui. à Ain Salah. Or, Ain Salah, ce n'est pas Paris avec la place de la République ou la Bastille où les gens ont des traditions de manifester depuis des siècles, etc. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'un œil étranger ne comprend pas tout de suite, c'est que dans cette foule compacte et massive, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que les habitants de Ain Salah, qui fait à peu près 40-50 000 habitants. Oui. Vous voyez, ce sont des gens, des populations qui se sont mobilisées de toute la région et les régions environnantes, d'autres villages. Il y a des villages, Inrar, Fogat Zoua, Fogat Laharab, Igoustan, etc. Comment ces populations ont-elles pu prendre conscience, malgré la propagande, de la gravité de la situation et se mobiliser autant? Oui, ils ont pris conscience très vite parce que les premiers dégâts sont apparus tout de suite. Vous voyez, c'est quand ils ont commencé. Ce n'était même pas l'exploitation. Oui, déjà rien que l'exploration avec des essais. Oui, ils utilisent 900 produits chimiques dans la fracturation, dans le processus. On injecte dans le sous-sol pour la fracturation hydraulique. Et sur les 900 produits chimiques, il y en a déjà 600 qui sont reconnus cancérigènes par l'agence américaine du médicament. Vous voyez ? Et qu'eux-mêmes les utilisent aussi en Floride, dans le Colorado, Nevada, mais en Floride, etc. au Colorado, ils ont des exutoires naturels, des fleuves, pour faire partir le reste qui reste. Mais au sud, il n'y a pas d'exutoire, il n'y a pas d'oued. Là-bas, c'est un grand problème. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, c'est la nappe albienne, la plus grande réserve mondiale d'eau potable. Mais cette eau, elle est devenue corrosive. Il n'y a que le plastique des gros jerrycans là, qui résiste. Mais tout ce qui est métallique, même les faïences et le carrelage, vous voyez, ils sont mangés par ces produits. Oui, et vous avez dans toutes les régions que j'ai citées, du Tidikelt, de l'Ahnet et de l'Imidir, là où ils ont fait la prospection, on a très vite retrouvé des cadavres d'animaux le long des routes et en plein désert, etc. Et monsieur Sedlel, je me rappelle qu'il nous a dit, nous avons fait des essais, on a lavé avec des couches de bébés. Non, ces produits servent à fabriquer des couches de bébés.
Vous vous rappelez? Non, là, c'est criminel. Oui, c'est criminel. Nous aurons l'occasion d'en reparler, je vous le promets. J'espère que vous viendrez. Oui, merci, avec plaisir. Oui. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire. Il faut rendre hommage à Rachid Nekaz qui a fait beaucoup pour faire Oui, connaître il s'est cette déplacé. cause-là. C'était parmi oui, les oui. premiers Il a beaucoup alerteurs milité. qui a alerté par rapport à ça et qui a participé à cette prise de conscience. Et rappelons aussi que ce gaz de schiste va profiter beaucoup plus aux firmes internationales, à Total et aux autres compagnies, et que le perdant, c'est le peuple algérien et les générations qui arrivent. Beaucoup de gens se sont mobilisés aussi, comme Lajel Segni, professeur d'université à Ouargla, et d'autres qui ont vraiment essayé de faire bouger les choses et d'alerter l'opinion publique. Oui, si vous permettez, je vous un petit mot. Justement, dans cette population qui s'est soulevée et qui a eu le soutien aussi même du Hirak et tout ça, parce qu'on voyait bien des jeunes de toutes sortes, même des adultes âgés, brandir des pancartes non au gaz de schiste. Ça fait parmi les slogans du Hirak. Voilà. Merci, mes chers amis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a essayé de corrompre des gens, parce que c'est ça la tactique du pouvoir, c'est d'essayer d'isoler des meneurs, comme ils disent, ou des activistes, voilà. Donc il y en a même qui ont été corrompus, qui ont eu des biens, etc. On les a corrompus. Et les champs d'exploration ou d'exploitation, aujourd'hui, sont sous état de siège de l'armée algérienne. Vous voyez, ça c'est très important. Et donc, ce qui nous pousse encore plus à faire cette émission pour essayer d'en parler en profondeur. Merci beaucoup. Merci à Mohamed Ben Issa, Abdeslam Chekib, à Nabila Ismail, à Mira Bouraoui. Je rappelle le livre de notre ami Chekib Abdeslam, Écocide, non à l'exploitation du gaz de schiste au Sahara central, aux éditions Al-Tabar. C'est ça? Voilà. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.